Il y a la France que vous connaissez, avec ses monuments incontournables, ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques villages. Mais derrière ces lieux se cache parfois une France plus secrète, plus étonnante et inquiétante. Et si nous découvrions l'envers du décor, la face cachée de notre pays? Nous allons voir aujourd'hui comment le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale a marqué de son empreinte une multitude de lieux à travers la France. Des lieux qui aujourd'hui vont vous livrer leurs secrets. Que cherchaient les nazis à Montségur, au fin fond de l'Ariège? Lorsqu'Otto Rahn arrive dans le coin, ce qu'il fait, c'est qu'il se met en relation avec des groupes néo-cathares. Il va se mettre à chercher à travers les pierres, les débris dans la cour du château. Que s'est-il passé dans le gigantesque complexe en béton de la discrète commune de Margival? On pénètre à l'intérieur du Führerhauptquartier Vorschluss-Weil, quartier du Führer W2. Alors le bunker et le quartier général a été construit spécialement pour Hitler, sur les ordres d'Hitler. Que sont venus faire en Bretagne les archéologues nazis? Alors pour le régime nazi, les découvertes archéologiques sont d'une importance fondamentale. Ils étaient extrêmement performants, c'était des moyens considérables. Quels furent les enjeux de l'incroyable complot échafaudé entre les murs du château de la Roche-Guyon? Certains voulaient simplement emprisonner les principaux généraux SS, d'autres au contraire voulaient les supprimer physiquement. Des histoires de légende, une base secrète qui a bien failli changer le cours de la guerre, mais aussi des sites confidentiels qui témoignent de la barbarie du Troisième Reich. Vous allez voir que tous ces lieux, disséminés un peu partout sur le territoire français, racontent encore les secrets du régime nazi et de sa terrifiante soif de conquête. Les exemples les plus marquants de la démesure nazie, ce sont sans aucun doute les premiers méga chantiers lancés en France sur le littoral. Nous sommes à l'été 1940. Les Allemands viennent d'envahir la France et ils doivent à tout prix contrôler l'Atlantique. De Bordeaux à Brest, ils construisent à la hâte de gigantesques bases sous-marines. Mais la plus impressionnante de ces superstructures, c'est celle de Lorient, en Bretagne, la base de Kéroman. Alors sur cette presqu'île de Kéroman, qui était un territoire absolument vierge, les Allemands ont édifié pendant la Seconde Guerre mondiale un des plus gros complexes qu'ils ont fait en Europe, qui se compose de 4 bases distinctes. On est ici devant Kéroman 3, qui est une base où les sous-marins pouvaient rentrer directement dans les alvéoles. 1 million de mètres cubes de béton sont utilisés pour construire la forteresse. Tout cela pour mettre à l'abri les sous-marins du Troisième Reich. Dès juin 1940, c'est un des plus grands chantiers jamais vus sur le sol français qui démarre. 22 000 ouvriers vont travailler à Kéroman. Il faut imaginer ici un chantier titanesque. Et en fait, le chantier ne s'arrêtera jamais. Dès qu'il y a une base qui est terminée, on en construit une autre, Kéroman 1, Kéroman 2, le Skorf, Kéroman 3. Dès que les Alliés inventent une bombe plus puissante, les Allemands montent le toit des bases. Donc c'est un chantier qui continue jusqu'au débarquement de Normandie. La construction de ce complexe est gérée par l'organisation TOT. Un vaste dispositif créé par Hitler, chargé d'élever en un temps record un énorme rempart bétonné sur la frontière occidentale des conquêtes du Reich. Au sein de ce programme, la base de Lorient est un objectif prioritaire. Il faut la protéger à tout prix. Car les nazis ont bien conscience que les Alliés vont tôt ou tard lâcher une pluie de bombes sur Kéroman. Les ingénieurs allemands vont alors sortir leur botte secrète. Un procédé de fabrication tout simple qui va rendre l'ensemble indestructible.
Alors là, on est dans le toit de la base, en fait. Je marche sur 5 mètres de béton armé et il y a de l'air ici, puis au-dessus des poutrelles en béton armé qui sont destinées en fait à faire exploser les bombes dont l'effet se dissipera ici dans cette grand espace avant qu'elles n'atteignent le niveau qui est en dessous. Grâce à ce système, les techniciens qui travaillent au sein même de la base peuvent œuvrer en toute tranquillité, bien à l'abri dans leurs ateliers. Des salles cachées dans les méandres du complexe où l'on peut encore apercevoir des dessins griffonnés par les soldats du Troisième Reich. Mais le cœur de la base, ce sont ces immenses bassins où viennent se nicher les U-boats, les sous-marins allemands. Quand l'un d'entre eux s'arrête dans l'une de ces alvéoles, c'est pour une révision complète qui dure 3 semaines. Ici, derrière des portes d'écluses blindées, cachées sous une chape épaisse de béton, on chouchoute jusqu'à 27 sous-marins en même temps, totalement à l'abri des attaques extérieures. Les loups gris, comme on les appelle, peuvent ensuite partir à l'assaut des mers, accomplir leur mission vers des destinations que l'état-major a choisies dans le plus grand secret. Les sous-marins qui étaient basés à Lorient dans les 2 flottilles étaient des sous-marins de type 9, on appelle des sous-marins océaniques, à très longue portée. Ils pouvaient donc non seulement se rendre dans l'Atlantique Nord, mais aussi par exemple au nord du Canada. Il y en a qui ont pénétré le fleuve du Saint-Laurent, dans les Caraïbes, mais aussi sur les côtes du Brésil. Attaque surprise sur les côtes américaines. Raid éclair dans l'océan Indien. Les 203 sous-marins allemands qui sont passés par ces bassins ont fait d'énormes dégâts au sein des flottes américaines et anglaises. La base de Kéroman, ce monstre en béton armé qui aujourd'hui encore impose son immense silhouette sur le port de l'Orient, est une épine dans le pied des Alliés qui vont riposter, mais trop tard. On est ici vraiment au plus haut. On voit derrière la ville de Lorient qui a été entièrement reconstruite. Début 1943, les convois britanniques sont décimés par les sous-marins allemands. Et Churchill dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Et donc c'est surtout à partir du 14 janvier 1943 qu'il y a un ordre des Britanniques de dévaster le territoire autour des bases pour gêner les facilités des Allemands à approvisionner les bases, l'alimentation en électricité, etc. En janvier et février 1943, les raids se multiplient sur l'Orient. Les bombardiers alliés larguent sur la ville des bombes explosives et incendiaires. Et la ville de Lorient va complètement disparaître par le feu. Alors elle passera de 46 000 personnes avant-guerre à seulement 500 personnes. En une même journée, c'est jusqu'à 230 000 bombes incendiaires qui embrasent l'Orient. Une ville entière sacrifiée. Pour empêcher cette gigantesque et inébranlable base de Kéroman de fonctionner. D'ailleurs, les Anglais l'ont reconnu après la guerre, qu'ils avaient fait une erreur. Il y avait des gens de la résistance qui leur signalaient, voilà ce qu'on construit, de ne pas avoir bombardé les bases quand elles étaient en travaux, c'est-à-dire en coffrage, quand elles étaient fragiles, mais d'avoir attendu vraiment qu'elles soient terminées, bétonnées, pour venir faire des raids massifs. Celui qui dirige cette base de sous-marins, c'est l'amiral Dönitz. Surnommé le Lion, il est un des personnages clés du régime nazi. C'est lui qu'Hitler désignera par testament comme son successeur à la tête du Troisième Reich à la fin de la guerre. Dès 1940, pour garder un œil sur sa flotte, il a posé son quartier général à quelques encablures de la base sous-marine, à l'Armor-Plage, tout près de l'Orient. Il s'installe dans une maison qui jusqu'alors n'était qu'un lieu de villégiature, la villa Kerlilon, une grande et confortable demeure construite en 1899. Alors cette villa appartenait à la famille Huisil, qui était à la fin des années 1800 des fabricants de sardines de la région de l'Orient. On est ici à l'Armor-Plage et c'est pour ça que cette villa a aussi le nom de Château des Sardines. Dans ce château des Sardines,
des décisions d'une importance capitale sur le déroulement de la Seconde Guerre mondiale ont été prises. Précisément dans le grand salon qui servait de quartier général à Dönitz. Alors nous sommes ici vraiment dans des lieux historiques. Ici, il faut imaginer, il y avait des cartes sur les murs, partout, avec des schémas, l'attaque des convois, etc. Ça, c'était pendant l'hiver 40. Dans le secret de cette salle des cartes improvisée, au sein de cette petite villa bretonne, c'est la stratégie de la bataille de l'Atlantique tout entière qui se joue. C'est dans ces salles des cartes, ces salles de conférence, qu'ont été menées donc, ces grandes batailles de l'Atlantique par l'amiral Dönitz. Et à partir de ce bâtiment, il a pu mener l'attaque des convois de bateaux qui ravitaillaient l'Angleterre à partir d'Afrique, des États-Unis, etc. Les Anglais avaient besoin de matières premières, aussi de ravitaillement pour leur population, et c'est ces bateaux que les Allemands coulaient. L'objectif secret de l'amiral Dönitz, c'était ce qu'on appelait la guerre au tonnage. Couler le plus de bateaux possible, le plus vite possible. Ainsi, il n'aurait jamais pu faire le débarquement, par exemple, si ce rythme-là avait continué. Il faut savoir que Churchill, le Premier ministre britannique, a dit à la fin de la guerre « Tout ce qui m'a fait peur pendant la guerre, c'était le péril sous-marin ». 45 000 marins alliés seront victimes des U-boats. Au début de cette bataille de l'Atlantique, Dönitz, le stratège, a frappé un grand coup et donné l'avantage aux forces allemandes sous les mers. Depuis sa villa transformée en quartier général, l'amiral allemand prend soin de ses troupes qui gagnent bataille sur bataille. Alors là, on va accéder dans le petit bar de la villa Carlylon. C'est là que l'amiral Dönitz, une fois les conférences sur les tables des cartes étaient terminées, venait de manière un peu plus non formelle avec les commandants, ce qui permettait à l'état-major des sous-marins de vraiment connaître la situation au jour le jour, minute par minute, de la bataille de l'Atlantique. Dans cette petite pièce, théâtre des coulisses de la bataille de l'Atlantique, subsiste un témoin du passage de l'état-major des sous-marins allemands. On trouve ici un objet absolument étonnant, qui est une table qui avait été faite par Henriot Quimper, le célèbre faïencier breton en fait. Comme il n'y avait plus de touristes sur la côte, il vendait des souvenirs un petit peu comme ça. Et il existe 3 tables comme ça dans le monde aujourd'hui. Sur cette table, les blasons personnels des sous-marins allemands. Et ça pouvait être une ville qui avait adopté le sous-marin, qui parrainait le sous-marin, qui donnait des livres, des choses comme ça pour l'équipage, des disques. Et ça pouvait être aussi un animal, souvent un espadon, un poisson-ci, un requin, etc. Ou parfois avec des choses humoristiques, etc. Pour Dönitz, la villa a l'avantage d'être un lieu confortable, comprenant une cave bien utile en cas de raid aérien, et à l'extérieur, une terrasse avec vue imprenable. Alors de la terrasse de cette villa, on comprend tout l'intérêt qu'avait l'amiral Dönitz à se positionner ici. En face, on a l'arsenal où étaient réparés et entretenus les sous-marins allemands, ainsi que les bases à gauche. Alors, il faut imaginer ici les sous-marins qui passaient ici, devant les fenêtres de la villa de l'amiral, qui passaient devant la citadelle de Port-Louis et partaient directement dans l'Atlantique. En Bretagne, les nazis ont bien d'autres missions, parfois très éloignées du champ de bataille. À quelques 1000 marins plus au sud, dès le début de la guerre, ce sont les archéologues du Troisième Reich qui sont à pied d'œuvre, sur le site mégalithique de Karnak. Car durant l'occupation, les nazis retournent à tour de bras le sol français et décortiquent le patrimoine national. Les tapisseries de Bayeux en Normandie, le mur païen du Mont Saint-Odile dans l'Est, un peu partout en Bourgogne et en Alsace. À Karnak, les Allemands cherchent à faire parler ces énigmatiques roches posées ici depuis des millénaires. Alors ici, par exemple, les Allemands ont pris des mesures, ils ont fait des prélèvements en surface, ils ont fait quelques sondages, et ce qui les intéressait surtout, c'était tout positionner par rapport à une carte générale
de façon à avoir une compréhension du site et essayer de trouver dedans des éléments germaniques. Ce que cherchent les Allemands avec ces mystérieux mégalithes, ce sont des preuves de passage de leurs ancêtres à Karnak et aux environs. Pour clarifier, ce serait effectivement des Germains qui seraient venus, des proto-Germains on pourrait dire, qui seraient venus faire des alignements de mégalithes, certainement pour, d'après leur thèse, faire un espèce de calendrier solaire. C'est à peu près la version officielle de ce qui peut traîner sur les alignements mégalithiques. Mais eux essayent de récupérer en fait à leur profit ces constructions de façon à justifier toute forme d'expansion nazie. Ils vont aussi essayer, grâce à ça, de pouvoir laminer en fait l'histoire française. Ainsi, il est plus facile pour eux de justifier l'occupation de ce territoire breton qui, si l'on en croit leur idéologie, leur appartenait par le passé. Pour cela, ils ont un atout de taille, l'excellence de leurs scientifiques. Les Allemands avaient une très très bonne réputation, ils étaient extrêmement performants, ils avaient déjà commencé à faire des fouilles dans le Moyen-Orient où leurs travaux étaient absolument reconnus et incontestables. Donc la crédibilité que donnaient leurs travaux sur les mégalithes et sur la recherche d'ancêtres communs germains des peuples d'Europe avait tendance à séduire beaucoup d'archéologues, y compris chez les Français. 86% des archéologues allemands étaient membres du parti nazi et avaient donc accès à des moyens logistiques exceptionnels. Ils bénéficient bien sûr des financements qui sont donnés par l'État allemand, mais ils ont aussi la possibilité d'utiliser l'aviation allemande, la Luftwaffe. Alors la Luftwaffe prenait des photos aériennes à basse altitude de façon à identifier tous les sites archéologiques probables. Pas seulement sur Karnak, sur toute la France en fait. C'était des moyens considérables. À une vingtaine de kilomètres, en plein cœur du golfe du Morbihan, une petite île va retenir leur attention. L'île de Gavrinis. Ce qui intéresse surtout les archéologues nazis, c'est ce mystérieux monument de pierre. Un témoignage de l'époque néolithique que l'on appelle un cairn. Alors là, nous nous trouvons dans le cairn de Gavrinis. C'est un couloir funéraire qui donne sur une chambre. Comme vous pouvez constater, les pierres sont couvertes de gravures et ça va retenir l'attention des archéologues nazis. Une unité spéciale va particulièrement s'intéresser à ces gravures. Ils vont faire un premier repérage dans les années 30 et dès 1940, la Nonnerbe va envoyer 2 personnes de la faculté de Hambourg pour faire des moulages qui seront envoyés directement à Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, c'est le maître absolu de la SS. L'un des personnages les plus importants du Troisième Reich qui s'intéresse de très près aux légendes germaniques. Il dirige notamment la Nonnerbe, une division de recherche créée pour démontrer ces théories mystiques et prouver la supériorité de la race aryenne. Il tente de trouver l'Atlantide, de recréer le marteau de Thor, et se constitue même une collection d'objets archéologiques au château de Wewelsburg en Allemagne. Pour Himmler, Gavrinis est un endroit qui peut valider certaines de ses théories. Ça a retenu son attention parce que les idéologues et les archéologues de la Nonnerbe ont trouvé des points de corrélation avec les gravures qu'il y a sur les rochers en Scandinavie. Notamment les haches, comme on peut observer sur certaines pierres qu'il y a dans le fond, et les demi-cercles. Pour les nazis, les gravures de Gavrinis seraient donc une preuve que le peuple germain a dominé la région il y a des milliers d'années. Les nazis considéraient ces monuments comme des tombes princières. Et pour eux, s'il y avait des princes, c'est qu'il y avait forcément des esclaves de l'autre côté, donc un peuple inférieur. Ils ont manipulé les Bretons en leur faisant croire qui pouvaient être ces gens-là, de façon à avoir leur coopération après pour combattre les réseaux de résistance, car le but primaire des Allemands est quand même de nazifier l'histoire en éradiquant toute trace des autres civilisations. Ainsi, les nazis peuvent développer leur propagande en s'appuyant sur ces travaux pseudo-scientifiques.
Un programme d'une extrême importance dans la diffusion de leur idéologie. Alors pour le régime nazi, les découvertes archéologiques sont d'une importance fondamentale. Elles leur permettent une construction idéologique et ils protègent leurs antiquités depuis les années 20, comme les Italiens. Les Français sont très en retard et les Allemands vont faire pression sur le gouvernement de Vichy pour que soit adoptée une loi qui protège les antiquités et les sites archéologiques. Ça sera retenu en France sous le nom de loi Carcopino. Au départ conçue pour faciliter les fouilles allemandes dans le but de réécrire l'histoire, cette loi Carcopino sera finalement bénéfique, puisqu'elle contribuera à protéger le patrimoine français. Alors la loi Carcopino sera adoptée au mois de septembre 1941 et c'est une loi qui n'a jamais été abrogée et qui est toujours en vigueur, qui permet de protéger les antiquités et les sites archéologiques. C'est une des rares lois qui restera en fonction après la chute du régime de Vichy. Si les Allemands sont à pied d'œuvre sur les côtes françaises, ils le sont aussi à l'intérieur des terres. Dans l'Aisne, à 1h30 de Paris, on peut encore voir l'un des complexes les plus étendus jamais construits par les nazis. Longtemps, les Alliés et les résistants locaux se sont demandé quel secret renfermait ce site. Au milieu de nulle part, autour de la petite commune de Margival, on compte pas moins de 860 ouvrages en béton fortifié répartis sur 90 km², soit presque la superficie de la ville de Paris. Des structures bâties dans un but bien précis. Créer un super quartier général pour le chef suprême du Troisième Reich, Adolf Hitler. On pénètre à l'intérieur du Führerhauptquartier Vorschluss-Veil, quartier du Führer W2. Ce quartier général fait partie d'un ensemble de 21 quartiers généraux que le Führer a fait construire dans toute l'Europe. Des deux construits en France, c'est le plus grand, mais c'est aussi le plus grand qui a été construit dans toute l'Europe, pour l'usage personnel du Führer. Disséminés un peu partout sur les communes alentours, des postes d'observation, des bunkers de toute taille, des centrales électriques ou des casemates de tir cachées en pleine campagne. Un ensemble impressionnant au service d'un seul homme. Alors le bunker et le quartier général a été construit spécialement pour Hitler, sur les ordres d'Hitler. Donc toutes les constructions que l'on a ici ont été construites, étudiées pour l'accueillir personnellement, lui et son état-major. Cet immense quartier général, surnommé le Ravin du Loup, a été construit ici en fonction d'un petit détail d'une extrême importance. C'est ce tunnel qui va être décisif pour le choix du site. L'organisation TOT a besoin d'un tunnel pour abriter le train spécial de commandement du Führer. Le tunnel de Vauxhallon-Margival a les dimensions idéales et bénéficie d'une couche protectrice naturelle suffisante. En 1942, l'organisation TOT va réaliser les premiers travaux du W2 en aménageant ce tunnel, en y installant un passage à niveau et un aiguillage à chaque entrée, et en installant à l'intérieur 2 énormes portes blindées qui permettent de rendre le tunnel étanche en cas de bombardement. Ce tunnel a été aménagé et n'a jamais servi, puisque le 17 juin 1944, lorsqu'il vient à la conférence, il vient en voiture. Car ce super quartier général n'aura servi qu'une seule fois en ce mois de juin 1944 pour une réunion au sommet. Il fut le dernier endroit en France à avoir abrité Hitler. Cette apparition du Führer à Margival, qui ne durera qu'une demi-journée, aura lieu sous haute surveillance. On ne rigole pas avec la sécurité du Führer et il y a un protocole qui est mis en place. À partir de mars 1944, les hommes sont opérationnels, c'est-à-dire que les bunkers sont prêts à combattre en cas de besoin. Ils seront prévenus la veille, 8 heures avant que le Führer n'arrive, qu'il y aura une grosse réunion d'état-major ici. Donc tous les hommes vont prendre leur poste de combat. Dès l'instant où le Führer est annoncé, on verrouille tous les bunkers et tous les hommes, toutes les pièces d'artillerie. Tout le monde est prêt à faire feu en cas d'attaque. La conférence peut commencer. Elle aura lieu dans l'un de ces bâtiments. Mais à la suite d'une alerte anti-aérienne,
la délégation va devoir se retrancher dans l'endroit le plus sécurisé de la base. Un bunker spécialement aménagé pour Hitler. C'est ici qu'ils sont venus se réfugier avec tous les généraux le jour de la conférence du 17 juin 1944. Pendant 1 heure, tout l'état-major du Führer va venir s'abriter à l'intérieur de ce bunker antiaérien. Cette pièce cachée possédait à l'époque tout le confort nécessaire pour accueillir le dictateur nazi. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, ce bunker est habillé en lambris. C'est du lambris de pin en bois naturel. On est dans le bunker du Führer, donc il faut quand même un certain standing. C'est pas le grand luxe, mais c'est très confortable. Lors de cette mystérieuse réunion secrète, Hitler a convoqué quelques-uns de ses plus proches officiers. Alfred Jodl, Erwin Rommel, Hans Speidel ou Gerd von Rundstedt. Les plans de domination du régime nazi sont en train de vaciller. Le débarquement a commencé depuis plus d'1 semaine et Hitler doit trouver une parade. Il avait décidé en 1942 qu'en cas de débarquement allié à l'ouest, il commanderait lui-même la contre-offensive. Alors Rommel est venu avec l'intention de faire plier le Führer et de lui imposer ses vues sur la stratégie à appliquer en Normandie. Alors les échanges entre Rommel et Hitler pendant toute la journée vont être tendus parce qu'ils sont en complet désaccord sur l'utilisation des renforts allemands et la tactique à utiliser en Normandie. Car si Rommel comprend tout de suite la menace et l'ampleur de ce débarquement, Hitler, lui, est persuadé qu'une fois en France, les troupes alliées seront décimées par les divisions allemandes. En vérité, le Führer est venu remonter les bretelles à von Rundstedt et à Rommel et leur dire « c'est moi qui commande, vous obéissez ». Point. Fort heureusement, les mauvais choix d'Hitler vont donner un avantage décisif aux Alliés. Cette réunion d'état-major dans ce quartier général de Margival aura donc décidé de l'avenir du monde. 2 mois plus tard, c'est l'avenir de la plus belle ville de France qui va se jouer ici. Alors ici, on se trouve dans le bunker numéro 5. C'est le centre de transmission du W2. C'est ici que le 24 août 1944 va arriver le message d'Hitler préparant la destruction de Paris. Le général von Choltitz a ordre de miner tous les ponts de la Seine, de miner tous les endroits stratégiques, tous les monuments. Et à la fin du message, il est marqué « Si les Alliés pénètrent dans la capitale, ils ne doivent trouver qu'un champ de ruines ». Von Choltitz, c'est l'officier qui gouverne Paris en août 1944. Le message qu'il vient de recevoir de Margival, il a prévu d'y désobéir, conscient de l'inutilité de cet ordre. 2 jours plus tard, furieux que Paris ne soit pas encore dévoré par les flammes, Hitler insiste avec un 2e message qui va atterrir entre les mains du commandant de la base de Margival. Ce 2e message, le 26 août, sera intercepté par Hans Speidel, qui est seul sur le poste de commandement. Il a compris que les ordres du Führer sont des ordres d'un fou, qu'il n'y a aucun intérêt à détruire Paris. Et il détruit ce message. La destinée de Paris s'est jouée ici parce que si Hans Speidel avait obéi au Führer, toutes les rampes du Pas-de-Calais et du nord de la France auraient été détournées et ils auraient tiré sur Paris. Le 26 août, n'oublions pas que le général de Gaulle descend les Champs-Élysées avec 3 millions de Parisiens derrière lui. Ça aurait été un véritable massacre. Ainsi, Paris fut épargné. Le mystérieux complexe de Margival renferme décidément bien des secrets, souvent liés à Hitler lui-même. Ce super quartier général fut même à 2 doigts d'être le dernier endroit sur Terre foulé par le chef suprême du Troisième Reich. Ici, on est à 2 km du bunker d'Hitler. On est toujours dans la ceinture de protection du quartier général. Derrière moi se trouve une des routes en béton qui donne accès au quartier général. La résistance locale avait eu la folle idée de préparer un attentat contre le Führer. Depuis mars 1944, ce groupe de résistants surveille tous les accès du site, dont celui-ci.
La résistance locale, c'est le groupe Gautier. Un réseau qui a réussi à infiltrer les services de garde autour de Margival et bien décidé à éliminer Hitler. Le groupe Gautier avait tout prévu pour préparer cet attentat. Ils avaient récupéré 4 mitrailleuses lourdes sur un avion américain qui avait été abattu. Ils avaient récupéré dans les forêts aux alentours en 1940 des explosifs et des munitions, mortiers, et ils avaient même récupéré un bazooka au cas où le Führer viendrait en voiture blindée. Tout était prêt. Malheureusement, le groupe Gautier est dénoncé et la Gestapo neutralise le réseau le 7 juin 1944, 10 jours avant que le Führer n'arrive ici. Cet attentat n'aura donc jamais lieu. Mais Hitler doit plus que jamais surveiller ses arrières. À la même période, 200 km plus à l'ouest, au château de la Roche-Guyon, des plans secrets sont en train de se décider en cachette du Führer. Une conspiration qui pourrait tout changer pour la suite du conflit. Cet épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale va se passer derrière les murs épais de cet édifice prestigieux. Un lieu chargé d'histoire qui a vu le jour il y a plus d'un millénaire. Il était censé protéger les habitants des invasions vikings. Mais le château que nous connaissons aujourd'hui, la partie basse de l'ensemble, a pris forme bien après, au siècle des Lumières. La période la plus importante pour ce château est le XVIIIe siècle. Le duc Louis-Alexandre de la Rochefoucauld et sa fille, la duchesse d'Anville, en sont les principaux acteurs. Et vous voyez derrière nous ces bâtiments qui sont l'existence de cette période. Condorcet, Maurepas ou encore d'Alembert sont passés dans ce lieu qui était à l'époque un lieu de réflexion et d'échange reconnu. Tous apprécient le vaste potager, l'entrée monumentale de la cour d'honneur, le charme de ce château si différent incrusté dans la falaise. En 1944, l'un des plus hauts dignitaires du régime nazi va s'intéresser lui aussi de très près à cet endroit. Erwin Rommel, le chouchou d'Hitler, fraîchement chargé de la défense des côtes de la Manche, y installe son quartier général. Car l'endroit est pour lui idéalement situé à l'abri des regards. Rommel voulait être discret ici à la Roche-Guyon. Et dans ce petit village de 500 habitants, les 1500 Allemands qui s'installèrent autour de lui furent assez discrets. Pas de drapeau nazi, pas de sécurité trop importante. Ainsi, Rommel peut œuvrer dans la discrétion la plus totale, sans éveiller les soupçons de la résistance ou des services secrets. Le site possède également un avantage de taille. Caché sous la falaise, un petit réseau de galeries creusées dans la craie offre une protection providentielle en cas d'attaques aériennes. Rommel établit le cœur de son quartier général dans les plus beaux appartements du château. Clin d'œil de l'histoire. Il place son bureau dans une pièce dont les tapisseries vont lui faire durant tout son séjour un joli pied de nez. Ici, l'ironie veut que Rommel ait travaillé à l'ombre des tapisseries des Gobelins qui représentaient des scènes de la vie d'une reine juive, la reine Esther, qui défendit son peuple contre la méchanceté du peuple perse. Et cela échappa bien entendu à Rommel. Ce qui n'échappa à Rommel, c'est la situation sur le front de l'Ouest, dont il faut renforcer les défenses. Rommel choisit la Roche-Guyon parce que c'est un lieu qui lui convient au plan stratégique. Ce lieu est à la fois proche de Paris, mais aussi proche des plages normandes ou des plages du Nord où les Alliés sont censés débarquer. Car si Rommel s'entoure d'autant de précautions, c'est que sa mission est de la plus haute importance et ne doit être connue des Alliés sous aucun prétexte. Au château de la Roche-Guyon, ce sont les plans de défense en cas de débarquement sur les côtes de la Manche qui se dessinent en secret. Rommel s'installe dans ces lieux avec l'ensemble de son état-major et dès le surlendemain part en inspection
sur ces fameuses plages normandes dont il a entendu parler et laisse son état-major régler les problèmes de logistique et de planification opérationnelle. Tous les membres de l'état-major de Rommel concentrent donc leur énergie sur la protection des plages normandes. Tous? Pas exactement. Certains officiers ont autre chose en tête. Car le véritable secret du château, c'est la réunion qui aura lieu ici en juin 1944, en l'absence de Rommel. Une rencontre censée changer radicalement le cours de la guerre. Nous sommes ici dans la salle à manger du château, où eut lieu, le 5 juin 1944, un dîner peu ordinaire. Le chef d'état-major de Rommel, un des conjurés, le général Speidel, avait invité l'ensemble des autres conjurés, officiers supérieurs ou généraux de la Wehrmacht en France. Les conjurés, c'est-à-dire ceux qui complotent contre Hitler. Tous les officiers présents ce soir-là sont au courant d'une nouvelle explosive. Dans quelques jours, le 20 juillet 1944, d'autres généraux allemands vont perpétrer à Berlin un attentat contre le Führer, connu sous le nom d'opération Valkyrie. Les conjurés de la Roche-Guyon sont chargés de programmer l'après-attentat. L'idée des conjurés, dont Speidel, le chef d'état-major de Rommel, était de poursuivre la guerre contre les soviétiques, mais de traiter au plus vite, faire un armistice avec les Anglais et les Américains. Le plan des conspirateurs de la Roche-Guyon serait donc de concentrer les dernières forces de l'armée allemande sur le front de l'Est. Mais avant d'en arriver là, il leur faudra aussi s'emparer du pouvoir, et donc écarter les plus proches d'Hitler. Certains voulaient simplement emprisonner les principaux généraux SS, d'autres au contraire voulaient les supprimer physiquement. Et pour remplacer Hitler, un nom est sur toutes les lèvres. Tous, bien évidemment, ont parlé du grand absent, d'Erwin Rommel, dont ils comptaient encore faire leur figure de proue. Et bien entendu, beaucoup n'étaient pas d'accord, mais certains pensaient en faire le successeur d'Hitler une fois le meurtre exécuté. L'attentat sera finalement un échec. Hitler échappera à l'explosion de la bombe qui lui était destinée. La plupart des conjurés seront exécutés ou poussés au suicide. Des complots contre le Troisième Reich dans l'ombre de châteaux millénaires. Des recherches archéologiques au service de l'idéologie nazie. Des constructions monumentales bâties dans la confidentialité la plus totale. Les lieux occupés par les nazis en France renferment décidément bien des secrets. Quelles horreurs se sont déroulées au camp de concentration de Natzwiller-Struthof? Pourquoi les nazis ont-ils cherché le mystérieux Graal dans le sud de la France? Quelles armes secrètes renfermaient les entrailles de la base d'Elfo dans le nord? Nous allons voir à travers tous ces endroits comment les nazis avaient prévu d'asseoir leur domination. Certains lieux cachent même une vérité d'une violence rare. C'est le cas à Metz, en bordure de la ville, où il subsiste encore un des sites les plus confidentiels de l'occupation nazie. Un secteur utilisé par les Allemands pour commettre en toute discrétion des actes d'une brutalité inouïe. Cet endroit, c'est le fort de Queuleux, bâti à la fin du XIXe siècle pour former une ceinture de protection en bordure de la ville. Ce fort en fait, a été construit pour fortifier la ville de Metz, comme d'autres endroits, donc c'était vraiment un lieu de fortification. Ce sont des bâtiments qui ont été construits en pierre de Jaumont à l'époque. Donc on va principalement trouver 3 très gros bâtiments. Un bâtiment central, et on va retrouver également 2 gros bâtiments, un qui a servi de camp de concentration et un autre qui a servi de camp spécial pendant l'époque 43-44. Ce camp spécial, c'est la casemate A, un lieu qui à lui seul symbolise toute l'horreur des agissements nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait ici on arrive à l'entrée de ce camp spécial. Donc Sonderlager, ce camp spécial a été installé à partir de septembre 1943
pour accueillir principalement les groupes de résistants qui avaient été attrapés sur Metz et qui étaient dans des prisons sur Metz. Il faut dire qu'à Metz, toutes les prisons étaient pleines. La Gestapo voulait absolument trouver un endroit isolé où on puisse procéder à des interrogatoires avec des supplices et tout ce qui allait avec. Les réseaux de résistance sont particulièrement actifs en Moselle. Principalement le groupe Mario, dirigé par Jean Burgère, l'oncle de Jean-Pierre, notre guide. Avec ce camp, les nazis ont décidé de frapper fort en imposant la terreur dans la résistance locale, loin des regards indiscrets. Donc personne ne savait ce qui se passait exactement dans ce camp. Il y avait effectivement la Gestapo et les SS sur Metz qui avaient mis en place ce camp, mais autrement personne n'en parlait. Et les détenus ne savaient pas non plus puisqu'ils arrivaient ici les yeux bandés, donc ils ne savaient pas du tout où ils se trouvaient. 1500 prisonniers vont passer par ce camp spécial du fort de Queuleux. Probablement l'un des endroits les plus durs et les plus violents du système concentrationnaire nazi en France. Voilà, on arrive dans cet escalier qui était qualifié de l'escalier de l'enfer puisque les détenus arrivés ils étaient déchargés des camions, ils avaient les yeux bandés, les mains attachées et les SS les poussaient dans l'escalier. C'était le comité d'accueil. Le calvaire des prisonniers ne fait que commencer. Au bout de ce couloir, ils vont vite comprendre qu'ils viennent de pénétrer en enfer. Donc ici, on est dans la salle d'interrogatoire. En fait, c'est le premier endroit où vont être amenés les détenus dès leur descente de l'escalier. On va les mettre dans ces positions-là, face contre le mur, les yeux bandés, les mains attachées. Et ils vont attendre comme ça des dizaines et des dizaines d'heures. Au bout du compte, des séances de torture d'une violence inouïe. L'objectif des nazis, obtenir d'autres noms de résistants. La plupart des tortures, on a à cette époque-là le nerf de bœuf, donc on se sert du nerf de bœuf, c'est des coups dans les côtes. Les soldats SS utilisent les crosses des fusils aussi, c'est des coups dans les mâchoires, c'est des coups dans les côtes, c'est des coups dans les jambes. Et le commandant Empen avait trouvé une petite torture supplémentaire, c'est qu'il avait fait tailler des petits morceaux de bois, comme un crayon en fait, il mettait ça à l'intérieur des doigts et on leur écrasait les doigts pour leur briser les articulations. Le but c'était de démolir les gens psychologiquement et physiquement aussi. Au fort de Queuleux, dans ce camp spécial, les détenus sont soumis à des tortures quotidiennes et sont même parfois l'objet de jeux pervers orchestrés par l'adjudant-chef qui commande le camp, surnommé le bourreau de Queuleux. Empen, le chef de camp, c'était vraiment un sadique parce qu'il aimait torturer les gens. Les impacts qu'on voit là sur le mur, c'est le commandant Empen par moment qui ramenait un détenu, qui le collait contre le mur et qui tirait à balles réelles juste à côté de lui pour l'intimider. C'était un de ses passe-temps aussi. Quand ils ne sont pas suppliciés, les prisonniers sont cantonnés dans leurs cellules. Les détenus les plus importants sont isolés dans ces cachots. Les autres sont entassés dans des dortoirs, au règlement particulièrement inhumain. Dans cette cellule, les prisonniers étaient entassés sur ces chalits et ils étaient 2 par étage, c'est-à-dire 4 par chalit. Ils dormaient tête-pied avec leurs simples vêtements. Ils avaient aussi les yeux bandés, les mains attachées, une simple couverture pour les protéger du froid puisqu'on est en hiver et il fait à peu près entre -5 et -7 degrés à l'intérieur de ces cellules. Les détenus, livrés au sadisme barbare de leur geôlier, ont interdiction formelle de bouger. Ils doivent demander l'autorisation pour aller uriner, pour éternuer ou tout simplement pour se retourner dans leur lit.
Et bien souvent, on les attachait et on leur liait les pieds en les mettant assis sur des bancs. Ils pouvaient rester comme ça des heures et des heures comme ça. Au fur et à mesure de la nuit qui passait, ils ne savaient jamais quand est-ce que ça allait s'arrêter. Au final, 36 détenus vont mourir de ces insupportables tortures dans ces froides galeries souterraines. Au milieu de ce cauchemar, une poignée de prisonniers va pourtant réussir à écrire une belle page de l'histoire du fort. Ce camp était très surveillé. Il y avait très peu de latitude pour pouvoir se sauver puisqu'il y avait une présence de soldats SS partout, dans toutes les salles. Malgré tout, 4 compères, un matin d'avril 1944, ces 4 compères étaient de corvée de chiottes, ont réussi à cacher un escabeau ainsi qu'une grande barre métallique qui avait un crochet à son bout. Et ce matin d'avril 1944, en s'appuyant ici sur le mur, dans cette cheminée, ont réussi à monter et grâce à cette perche crochetée, ont réussi à attraper les chevrons qui étaient là et à s'évader en fait par cette cheminée. Donc c'est une belle histoire dans cet enfer du fort de Queuleux, de cette escapade donc, de ces 4 compères qui ont réussi à se sauver, qui n'ont jamais été repris et qui sont tous les 4 morts de leur belle mort. Cette évasion est une lueur d'espoir dans un quotidien bien terne sous l'occupation, fait de violence et d'horreur, imposé par l'entreprise de domination nazie. Un peu partout dans le monde, les dessins monstrueux des Allemands vont donner naissance aux programmes les plus fous. En France, des projets dévastateurs vont voir le jour. En 1943, l'organisation Todt reçoit l'ordre d'édifier des constructions spéciales. Des installations protégées pour le déploiement de nouvelles armes secrètes allemandes. Dans le Pas-de-Calais, on peut encore voir l'une de ces constructions spéciales, l'un des projets les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale. La coupole Delfaux, une étrange structure qui a bien failli donner un avantage fatal au Troisième Reich et renverser le cours de l'histoire. Alors ici, on est sur une ancienne carrière de craie et sur un lieu qui se trouve à proximité d'une voie ferrée, suffisamment loin des côtes britanniques pour ne pas être vu et suffisamment près à vol d'oiseau de Londres puisque nous sommes à 220 km de la capitale britannique. Durant la deuxième partie du conflit, l'Allemagne est en mauvaise posture. Hitler veut à tout prix donner une leçon à ces maudits Anglais qui lui tiennent tête. De cette coupole Delfaux, il veut lancer des fusées destructrices sur Londres à une cadence industrielle. À la fin de l'année 1943, les travaux commencent sur terre et sous terre. Ici, la particularité du lieu, c'est qu'il est souterrain. Mais pour protéger les 2 salles de préparation au tir, il est décidé à partir de mars 1944 de construire un dôme. Avec une manière un peu spéciale, c'est que le dôme est conçu directement sur la craie, sur la terre. On construit le dôme, le moule du dôme, on verse le béton dessus et après on gratte en dessous. C'est la méthode de la top qui est utilisée par exemple aujourd'hui pour les parkings souterrains. Grâce à cette technique, un monstre de béton va surgir de terre dans la paisible commune d'Elfaux. Ce qui a été fait derrière moi, c'est un dôme de 55 000 tonnes de béton armé. C'est 5 fois et demi par exemple le poids de la Tour Eiffel. À Elfaux, l'organisation Todt a prévu d'aménager le vaste réseau de galeries souterraines pour stocker, assembler et acheminer les fusées jusqu'au pas de tir. Cette entreprise est d'une importance capitale pour les Allemands. La discrétion et la sécurité doivent être assurées à leur maximum. Ces alvéoles, ce sont plusieurs parties qui servent à stocker des éléments, notamment de la fusée et puis d'autres matériels qui servent aussi à construire cette ville souterraine. Ici, c'est une véritable ville souterraine. Il y a plus de 7 km de galeries qui ont été construites en seulement 10 mois par les prisonniers, les ouvriers, les personnes requises par le STO qui viennent ici sur le chantier. L'assemblage d'une fusée nécessite plusieurs heures de travail minutieux. Ces préparatifs délicats devaient se faire dans une gigantesque salle octogonale de 25 mètres de hauteur, située juste sous le dôme, dans le cœur de la base de tir d'Elfaux.
Le chantier n'aboutira jamais. À l'été 1944, la Royal Air Force réussit en effet à stopper net l'avancée des travaux grâce à une de ces énormes bombes Tallboy qui toucha la coupole sur son flanc. Au final, il a manqué quelques semaines à l'armée allemande pour que cette base fonctionne. Et que les fusées V2 entrent en action. Ces fusées V2, ce sont les fameuses Wunderwaffe, les armes miracles d'Hitler. Des bombes révolutionnaires testées dans le plus grand secret au nord de l'Allemagne et censées assurer la victoire ultime aux nazis. Cette fusée V2, elle est l'aboutissement d'un souhait, en tout cas, celui d'Adolf Hitler, de mettre au point des armes secrètes, des armes capables d'aller frapper sans nécessiter de gros moyens humains, en tout cas sur place. C'est une arme qui est lancée de bases secrètes, loin des côtes, qui peuvent aussi aller frapper loin. Bref, cette arme, elle est là pour faire capituler rapidement les Britanniques et pour montrer toute la force technologique à ce moment-là d'Adolf Hitler. Le pilonnage en règle de Londres n'aura fort heureusement jamais lieu. Ce prototype de fusée V2, développé par un ingénieur allemand du nom de Werner von Braun, survivra toutefois à la guerre. Après avoir servi les programmes dévastateurs de l'armée nazie, il fut en effet récupéré par les Américains et intégra les programmes spatiaux de la NASA. Le créateur de l'arme la plus destructrice de l'époque fut l'un des pères des missions Apollo, destiné à envoyer pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un homme sur la Lune. Sans cette fusée V2, il n'y aurait pas eu, ou peut-être pas de la même façon, la conquête de l'espace telle qu'on l'a connue. Sa technologie, l'utilisation par exemple d'un comburant, d'un carburant spécifique, bref, toute cette technologie va permettre à d'autres passionnés de l'espace et parfois même à Werner von Braun de mettre au point d'autres lanceurs, d'autres fusées modernes qui vont permettre d'aller explorer aujourd'hui encore l'espace. Les prémices de cette conquête spatiale auront donc lieu juste après la guerre dans les années 50. À cette période, l'image de cette fusée V2 va être reprise dans une œuvre inattendue qui va faire le tour du monde. On pourrait croire que cette fusée V2 a inspiré Hergé, a inspiré d'autres auteurs de BD, et bien on aurait raison de le croire puisque Hergé va s'inspirer de la fusée V2. On dit par exemple qu'il en aurait vu un modèle lors d'une exposition des fusées en Belgique, à Bruxelles. D'ailleurs, quand on regarde la BD d'Hergé, Objectif Lune, eh bien on a une fusée qui ressemble étrangement à la fusée V2. On en oublierait presque l'objectif premier de ces fusées. Faire régner la terreur chez l'ennemi. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont cherché par tous les moyens à imposer leur vision, souvent d'une manière brutale et radicale. Pour asseoir leur domination, ils ont pourchassé, arrêté et bien souvent éliminé les opposants au régime. Dans cette optique, dès 1933, le Troisième Reich crée des camps de concentration. Dans l'est de la France, un de ces lieux subsiste. Il s'agit du seul camp sur le territoire aujourd'hui français, en Alsace, région alors annexée par l'Allemagne. Il est le témoin unique, encore intact, de ce que pouvaient être ces lieux de désolation. Un site où les sévices et la mort rythment le quotidien des détenus et où les nazis pratiquaient des expériences abominables dans le plus grand secret. Nous entrons maintenant au camp de Natzwiller-Struthof. Alors on se retrouve ici à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, au fond de la vallée qui est la vallée la plus proche de Strasbourg, c'est-à-dire la vallée de la Bruche. Au fond, on aperçoit les Vosges et de l'autre côté de ce massif, c'était à ce moment-là la France occupée. Car pendant la guerre, ce camp était sur un territoire annexé par l'Allemagne. C'est une ancienne piste de ski ici. Bon, il y a un ancien package pour les animaux en été. En hiver, on venait y faire des Strasbourgeois venaient y faire du ski. Tout le monde connaissait l'endroit qui s'appelle le Struthof.
Il y a un élément qui est extrêmement brutal dans ces lieux, c'est la beauté des lieux. Et cette beauté des lieux est en totale rupture avec ce qui se déroulait ici. Et là, on voit bien que ça, c'est pas volontaire, mais ça rajoute effectivement à une douleur d'être ici, parce que le lieu est magnifique. Car depuis le 1er mai 1941, le jour de l'ouverture du camp, ce paysage de carte postale s'est transformé en enfer. La dureté du camp, elle est liée à plein d'éléments. Une situation climatique, on est à 800 mètres d'altitude. On est face nord, donc exposé au vent et à la rigueur des hivers, mais aussi à un moment donné à la chaleur de l'été. Il peut faire très très chaud. C'est un climat quasiment presque continental, donc les écarts de température sont très rudes. La dureté du camp est également due au relief. Un détenu ici passe son temps à monter et à descendre les escaliers, donc tout ça rajoute à la difficulté. Et on dit souvent d'ailleurs que pour un détenu, la mort commence avec les pieds, parce que ces hommes ont toujours les pieds ensemble. Si le camp en lui-même est un problème de taille pour les prisonniers, ce n'est rien en comparaison des règles du camp que se chargent de faire respecter les gardiens SS Totemkopf Verbände. Une unité qui arbore fièrement sur ses uniformes une tête de mort sur fond noir. Tout un symbole. Privation de nourriture. Peine de cachot en isolement. Bastonnade allant jusqu'à 300 coups de fouet. Et ultime châtiment, la mort. La peine suprême, c'est la pendaison. La pendaison a cette potence. Toutes ces peines se font obligatoirement à l'extérieur. Elles doivent être publiques parce qu'elles doivent être pédagogiques. Pour les gardes SS, il s'agit d'impressionner les détenus pour maintenir leur autorité. Il faut bien retenir juste une chose, c'est qu'un camp de concentration fonctionne avec très peu de garde, un corps de garde qui est extrêmement faible. Un camp comme celui-ci, avec 6600 hommes au maximum, en août-septembre 1944, fonctionnait à ce moment-là avec 150 gardiens au maximum. Les SS imposent donc la terreur par la violence pour mieux soumettre leurs prisonniers. Battus, affamés, les détenus sont également épuisés. Chaque jour, ils sont amenés à quelques centaines de mètres du camp pour y effectuer des travaux forcés. Voilà l'emplacement précis qui a entraîné la naissance du camp et qui justifie l'existence de ce camp, parce que c'est un beau granit rose qui a amené à une exploitation dans le cadre de projets qui était celui d'Hitler de reconstruire complètement la ville de Berlin, puisqu'il détestait le Berlin qu'il avait sous les yeux. Il voulait en faire effectivement cette capitale d'un Reich millénaire. Cette nouvelle ville, qu'Hitler voulait appeler Germania, va faire de nombreuses victimes indirectes. Au camp du Struthof, 22 000 détenus qui travaillent sur cette carrière vont mourir d'épuisement ou de mauvais traitements. Pour se débarrasser des corps, les nazis ont tout prévu. Le four crématoire du camp, donc, qui est à demeure depuis octobre 1943, qui incinère des cadavres qui sont accumulés sous nos pieds dans une morgue. La morgue qui est reliée par un brancard qui est actionné par un monte-charge à Treuil. Donc on attendait qu'il y ait suffisamment de cadavres qui soient accumulés en bas pour pouvoir mettre ce four en marche, parce que là aussi on pense économie. Donc les détenus qui passent à côté lorsqu'ils arrivent et qui sont douchés, la seule fois d'ailleurs où ils sont douchés, peuvent bénéficier, s'ils bénéficient d'eau chaude, ça veut donc dire que le four crématoire a fonctionné, donc l'eau est chaude parce que leurs camarades détenus ont été incinérés à côté. Ce pragmatisme d'un cynisme absolu se retrouve dans bien des aspects du fonctionnement du camp.
Une fois les détenus inutiles incinérés, ils peuvent d'une manière ou d'une autre servir une dernière fois les sinistres desseins du Troisième Reich. Pour tout détenu de nationalité allemande, les familles sont prévenues de la mort de leur fils, puisque c'est un camp d'hommes. Les familles peuvent récupérer les cendres du défunt, moyennant paiement préalable, et en même temps, les familles ont le choix entre l'urne en terre cuite qui vaut 50 Reichsmark et l'urne en métal qui en vaut 60 à 70 selon la qualité du métal. Pour tous les autres détenus qui ne sont pas allemands, les cendres sont jetées dans une fosse, où elles sont mêlées aux eaux usées du camp. Ce qui est une autre manière de détruire l'homme, mêler les cendres aux ordures du camp. Et une autre partie des cendres est utilisée pour les jardins du commandant. Un peu plus loin dans ce bâtiment, l'aile secrète. Un endroit où les nazis exercent une fois de plus des actes d'une barbarie sans nom. C'est la dernière pièce, la salle du fond. Donc on voit, c'est une table d'autopsie tout à fait, classique, avec des petits canaux pour l'écoulement du sang, donc qui va directement dans le bac qui est en dessous. Les médecins nazis du camp pratiquent ici des expériences monstrueuses en toute discrétion. Il s'agit d'utiliser un lieu comme celui-là, qui est discret, où rien ne paraît à l'extérieur, pour justement faire utiliser des cobayes humains qui sont disponibles. Et les recherches qu'ils effectuent dans cette pièce font froid dans le dos. C'est ici que l'on poursuivait, on terminait globalement le travail, notamment pour les expérimentations du typhus, sur le typhus et sur le gaz phosgène. Otto Bickenbach et Eugen Hagen sont les médecins nazis qui procèdent à ces expériences sordides dans cette pièce. Un lieu où les détenus sélectionnés agonisent généralement dans d'atroces souffrances. Pour mener à bien leurs obscures recherches, ils ont parfois besoin de gazer leurs cobayes. À ce stade, c'est Joseph Kramer, le chef du camp, qui supervise les opérations. Un modèle d'officier nazi zélé qui exécute froidement les ordres. Cela se passe dans la chambre à gaz. Un lieu situé à l'écart à plus d'1 kilomètre des baraquements, installé dans l'ancienne salle des fêtes. Encore une fois, au camp de concentration du Struthof, l'horreur est au rendez-vous. Je me tiens à l'endroit où se tenait le commandant du camp, c'est-à-dire Joseph Kramer. C'est lui qui procédait au gazage et qui se tenait à cet endroit-là pour observer ce qui s'y passait. On mettait du sel qui est de l'acide cyanhydrique et on ouvre ensuite le robinet. Les sels s'écoulent à l'intérieur dans un bac qui est rempli d'eau. Et le contact eau-sel dégage le gaz toxique qui est mortel en moins de 5 minutes. Ainsi, les travaux des médecins du camp peuvent continuer. Les nazis avaient même prévu de grandes cuves dans une pièce contiguë pour conserver les cadavres. Mais c'est le 14 août 1943 que cette chambre à gaz va être le théâtre du pire épisode de l'histoire du Struthof. August Hirt, un anatomiste nazi de renommée mondiale, va mettre ici à exécution un projet qui pousse au paroxysme les théories antisémites du Troisième Reich. À partir du moment où pense Hirt, la politique d'extermination, à un moment donné, s'arrêtera, parce qu'il n'y aura plus de juifs. Bien. Donc il convient scientifiquement de garder des spécimens et de pouvoir les montrer en disant voilà ce que c'était que les juifs, voilà ce dont nous vous avons débarrassé. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, August Hirt commande donc 87 détenus juifs au camp d'Auschwitz dans le but de se constituer une collection de squelettes juifs.
C'est 87 juifs qui sont amenés ici, au camp, et qui sont, pendant l'espace de 15 jours, gardés au camp. C'est remis en état, tout simplement, parce qu'il faut que les spécimens aient, j'allais dire, une bonne apparence. Et ensuite sont amenés ici et ont été gazés en 4 vagues à la mi-août 1943. Après le gazage, les dépouilles sont transférées discrètement à l'Institut d'anatomie de Strasbourg, occupé par les nazis dès 1941. Dans cette Reichsuniversität, Hirt n'aura jamais pris le temps d'aller au bout de son épouvantable projet. Les corps resteront entassés dans des cuves au sous-sol. On en découvrira quelques restes à la Libération. Ces segments humains resteront à jamais l'un des témoignages forts de cette cruauté nazie qui frappe aveuglément pour servir son idéologie. Pour asseoir leur domination, les nazis sont prêts à tout. De la construction de bases secrètes destructrices, au camp où ils exerçaient leur oppression barbare, la brutalité des armées du Troisième Reich n'a décidément pas de limite. Nous allons bientôt voir que cette violence, de Tulle à Oradour-sur-Glane, a frappé bien d'autres endroits en France. Dans certains lieux, cette soif de conquête a même pris des allures de quête mystique. Bien avant la guerre, le château de Montségur en Ariège a suscité l'intérêt de l'Ahnenerbe, une unité spéciale de recherche nazie versée dans l'occultisme. Une légende est parvenue aux oreilles d'Heinrich Himmler, le chef de cette unité et maître absolu de la SS. Le Saint Graal, la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ, se trouverait aux alentours du château. C'est en tout cas l'histoire que racontent certains écrivains locaux. Au début du XIIIe siècle, la communauté cathare demande au seigneur de Montségur de pouvoir s'installer au sommet de la montagne. Au départ, ça va être, avec l'arrivée de la croisade, ça va être comme un camp de réfugiés qui ensuite va se transformer en village et qui va avoir une vie pendant près de 40 ans. À la fin de ces 40 ans, Montségur sera la cible numéro 1 du roi de France et du pape. Et donc c'est pour cela que Rome et le roi de France vont de concert envoyer une armée de 3000 hommes assiéger Montségur et en finir avec le catharisme. À la fin de ces 10 mois de siège, la montagne va capituler, mais la veille du bûcher, qui va brûler donc 225 personnes, on sait que 4 cathares vont s'échapper par les falaises à l'aide de cordes. Ce mois de mars 1244 marquera la fin des cathares et le début d'une légende. Par contre, les textes ne nous parlent pas s'ils se sont échappés avec quelque chose. C'est de ce manque-là d'informations que bon nombre d'écrivains au XIXe siècle vont leur mettre dans les mains bon nombre d'objets, bon nombre de trésors, dont le Graal. Des indices bien minces, mais qui suffisent à enthousiasmer Himmler. Et quelques années avant lui, un certain Otto Rahn, écrivain et archéologue allemand, qui est déjà sur place à enquêter. Alors, lorsqu'Otto Rahn va arriver à Montségur au début des années 30, il va séjourner ici, à l'hôtel Couquet, où il y a toujours sa chambre. Et donc, Otto Rahn, lorsqu'il vient ici, il est avant tout intéressé par le Graal, qui pour lui serait caché dans le château ou bien dans une grotte aux alentours. En 1936, remarqué par Himmler grâce à l'un de ses livres intitulé « Croisade contre le Graal », il est incorporé à la SS. Il œuvre désormais en secret pour le Troisième Reich. Alors Otto Rahn n'est pas là que pour le Graal, il est dépêché par les nazis pour pouvoir espionner les groupes régionalistes et prendre la température, voir si ces groupes régionalistes peuvent être acquis à la cause nazie le jour où l'Allemagne envahira la France. Chargé d'espionner ces régionalistes, Otto Rahn va tomber sur un groupe dont les théories vont l'intéresser au plus haut point. Lorsqu'Otto Rahn arrive dans le coin, ce qu'il fait, c'est qu'il se met en relation avec des érudits locaux, qui sont des groupes néo-cathares en quelque sorte, qui s'intéressent au catharisme. Ce groupe d'érudits, justement, se réunit souvent
à cet hôtel, l'hôtel Couquet, au rez-de-chaussée, et donc ils débattent pendant des soirées entières sur le thème du catharisme, du Graal, entre autres, etc. Des réunions secrètes au sujet du Graal, et dans l'hôtel où il séjourne, Ran ne pouvait rêver mieux. Le meneur de ces débats, c'est Antonin Gadal, un spécialiste des cathars versé dans le mysticisme. Ran lui confie qu'il a déjà effectué des recherches sur les hauteurs de Montségur, à 1200 mètres d'altitude. Lorsqu'Othoran va se mettre à chercher le Graal, il va le chercher autour du château, dans les moindres cavités. Il va se mettre à chercher à travers les pierres, les débris. Après avoir fouillé l'intérieur de la cour du château, il va venir dans cette salle, la salle basse du donjon, dans laquelle il pense que le Graal était entreposé. Au pied de la forteresse, dans les ruines des maisons alentours, Ran a fouillé le moindre recoin de la montagne de Montségur. Mais ses recherches ne donnent rien. Cela n'étonne pas Antonin Gadal. Pour lui, il faut chercher dans d'autres directions. Il va faire le lien avec les 4 cathars qui se sont évadés la nuit précédente le bûcher et qu'il aurait cachés dans les grottes aux alentours de Tarascon-sur-Ariège. Et c'est de là qu'avec Antonin Gadal, tous les deux, ils vont aller chercher le Graal dans ces grottes. Les deux compères ont du pain sur la planche. Autour de Tarascon-sur-Ariège, dans ces montagnes occitanes, les grottes sont très nombreuses. Mais celle qui va fasciner Ran et Gadal plus que toutes les autres, c'est la grotte de Bethléem. Une petite cavité difficile d'accès, où l'on trouve un autel et un symbole creusé dans la roche. Alors par exemple ici, nous avons un pentagramme. Ce pentagramme a été interprété par Antonin Gadal et Othoran comme étant l'une des preuves d'un rituel initiatique. Pour eux, il faut se mettre au centre du pentagramme, les bras en croix, les jambes écartées, et en quelque sorte, ça permet d'augmenter son degré de spiritualité. Mais ces fouilles dans la région sont encore bien loin de les mener jusqu'au Graal. De son côté, Himmler s'impatiente et exige des résultats. Alors on sait que Antonin Gadal et Othoran ne se sont pas contentés d'interpréter des signes, mais en plus Othoran a lui-même créé de toutes pièces des symboles qu'il a attribués ensuite aux cathars, du fait qu'il ne trouvait rien dans ses recherches liées, bien entendu, au Graal et aux cathars. Othoran ne trouvera bien entendu jamais le Graal. Il décédera juste avant la guerre en 1939, rejeté du parti nazi à cause de son homosexualité. Malgré tout, Himmler, obsédé par les objets mystiques, n'abandonnera pas les recherches autour de Montségur. Pendant l'année 1944, Himmler aurait ordonné à l'un de ses meilleurs commandos d'aller à Montségur, d'après les plans de Ran, et de trouver enfin le Graal, que Ran n'avait jamais réussi à trouver. Ce commando est dirigé par Otto Skorzeny, l'homme de main préféré d'Hitler, une véritable machine de guerre chargée par le haut commandement nazi des missions les plus délicates. C'est quand même la bête redoutable de la SS en Europe qui sème la terreur et l'effroi. Et donc ce commando aurait mis la main sur un coffre contenant de la monnaie ancienne ainsi que des reliques. Otto Skorzeny aurait-il trouvé le Graal? Rien n'est moins sûr. La montagne de Montségur gardera à jamais ce secret. En ce même printemps 1944, à 175 km plus au nord, dans la ville de Montauban, va s'écrire une page beaucoup plus sombre de la Seconde Guerre mondiale. C'est ici que s'installe l'unité blindée Das Reich. Une division à la sinistre réputation qui va bientôt commettre des crimes de guerre abominables sur le sol français. La division Das Reich était donc une division SS, c'est-à-dire au sein du régime nazi, une division d'élite. Au
départ, les SS étaient les gardes du corps d'Hitler. Et quelques mois en fait, avant les débuts de la Seconde Guerre mondiale, Hitler décide de constituer des unités combattantes SS qui devaient être un petit peu le fer de lance de l'armée allemande. Des dizaines de bâtiments sont réquisitionnés dans tout Montauban pour loger les 15 000 soldats Waffen-SS de la Das Reich. Cette division donc arrive en France avec une certaine particularité. Elle a des officiers et une partie de ses troupes qui sont des hommes très aguerris, qui ont combattu sur le front de l'Est, et puis des jeunes recrues sans aucune expérience qu'il faut former. Et tout ça va se passer dans le secteur de Montauban. Et l'une des façons d'ailleurs d'entraîner les jeunes recrues, c'est de les faire participer à des opérations anti-maquis. Les soldats de la Das Reich sont chargés de traquer et d'éliminer les maquisards dans l'attente de leur véritable mission. Car si cette division d'élite tant redoutée est basée à Montauban, ce n'est pas par hasard. Montauban a été choisi parce que c'est un site équidistant entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. À ce moment du conflit, la division Das Reich est en France pour renforcer les défenses allemandes en prévision d'un débarquement allié. Mais à partir du moment où le débarquement a lieu en Normandie et que la Das Reich se situe à Montauban, elle est assez éloignée du secteur de front. Et donc Hitler va lui donner l'ordre, non pas de remonter le plus vite possible vers la Normandie, mais au contraire de remonter vers le Massif central, où sont signalés des soulèvements de maquis, pour éviter en fait que l'armée allemande soit un petit peu prise entre deux fronts. Le front allié en Normandie et puis le front du maquis dans le centre de la France. Finalement, la division Das Reich va donc continuer à s'attaquer aux maquis en remontant vers le nord. La tactique est simple. Il faut terroriser les populations civiles pour leur ôter toute envie d'aider la résistance et les pousser à dénoncer les maquisards. Pour mener à bien leur mission, ils ont carte blanche. Dans les villages où ils passent, ils sèment la désolation. Leur parcours sanglant va bientôt les mener jusqu'à Tulle, la préfecture de la Corrèze, où il faut mater la résistance, qui est à deux doigts de reprendre la ville. Lorsque la division Das Reich arrive dans Tulle, dans la soirée du 8 juin 1944, les maquisards qui n'ont pas les moyens de lutter contre une division blindée décident de battre en retraite et de quitter la ville. Dans leur précipitation, les maquisards abandonnent les corps des soldats nazis qu'ils ont éliminés. La vue de ces corps met les SS dans un état terrible et donc très vite se développe chez eux l'idée de représailles. Alors ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ont procédé dans toute la ville de Tulle à une grande rafle des personnes, des hommes, âgés entre en gros 16 et 45 ans. Nous sommes le 9 juin 1944 et la division Das Reich, à travers ce tract, explique à la population comment elle va se faire justice. Les SS vont frapper fort, très fort. Il y a eu donc 99 tullistes qui ont été pendus. Vous avez le plus jeune exécuté qui s'appelait Vieillefond, qui avait à peine 18 ans. C'était le fils du boucher de la ville et ce jeune homme a été pendu devant les yeux de sa mère en criant d'ailleurs, ses dernières paroles ont été pour sa mère en disant « Mais maman, dis-leur que je suis innocent » parce que ce jeune homme bien sûr n'avait jamais fait de résistance. Le lendemain de ces exécutions, les soldats de la division Das Reich vont aller encore plus loin dans leurs atrocités. À Oradour-sur-Glane, ils vont perpétrer un véritable carnage, décimant un village tout entier. Il s'agit du plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes. Robert Ebras est l'un des 6 survivants de cette sinistre journée qui avait pourtant commencé comme tant d'autres dans cette paisible bourgade du Limousin. Oradour-sur-Glane était un village calme, la guerre était relativement loin, on n'avait jamais vu d'Allemands dans le village. La résistance était très loin, le village était très très calme. Le matin,
Les mamans font leurs courses comme tous les jours, sans penser que le soir, ils ne seraient plus là. Car cette journée ensoleillée du 10 juin 1944 va bientôt virer au cauchemar. En début d'après-midi, près de 120 soldats de la Das Reich entrent dans Oradour-sur-Glane. Voilà, j'habitais ici avec ma famille, mon père, ma mère, mes 2 sœurs. Le 10 juin 1944, j'étais ici. Vers 14 h, qu'est-ce que je vois passer 2 véhicules chenillés où des soldats sont à l'intérieur. Ma mère était devant la porte avec son torchon et son assiette. Ma sœur aînée aussi. Ma petite sœur, elle, était à l'école. Et les véhicules se sont arrêtés en haut du village. Et des soldats sont descendus. Ils nous rassemblaient sans agressivité. Vous voyez, personne n'imaginait ce qui allait se produire. Sur l'ordre d'Adolf Dickmann, le commandant qui dirige les opérations, les habitants sont conduits sur le champ de foire. Donc c'est sur une partie de cette place que la population a été rassemblée. Hommes, femmes et enfants. Moi, je retrouve mes copains et tout, je laisse ma mère. Si je retrouve ma petite sœur qui est là avec son école, je viens l'embrasser parce que je la sens anxieuse, mais je ne pense pas l'embrasser pour la dernière fois. Et à un moment donné, quelques soldats passent dans le groupe, séparent les femmes et les enfants. Alors où vont-elles? Personne ne le sait spécialement. Je vois encore le regard de ma mère parce que ma mère s'inquiétait pour moi. Les SS ont entendu parler d'un arsenal caché à Oradour. Tous ceux qui possèdent une arme doivent se dénoncer. Les autres seront relâchés. Pour les habitants, il n'y a pas d'armes à Oradour. Dans l'esprit de tous, il s'agit forcément d'une méprise. Donc ça a été le soulagement général et à ce moment-là, les aînés ont commencé à s'inquiéter, pas de leur vie, mais il y en a qui disaient quand même, moi j'ai mon travail à faire. Le boulanger qui était là dit quand même, moi il faudrait que j'aille voir mon pain. Le pâtissier s'inquiétait pour ses gâteaux, les agriculteurs s'inquiétaient pour leur bétail qu'ils avaient à soigner. À ce moment-là, les habitants d'Oradour-sur-Glane sont loin de se douter du drame qui est en train de se jouer. Les femmes et les enfants sont déjà regroupés dans l'église. Et l'on entasse les hommes dans plusieurs granges du village. Robert Ebras se retrouve dans l'une d'entre elles avec plusieurs de ses camarades. Les soldats de la Das Reich installent alors leur mitrailleuse devant la porte d'entrée. Donc un soldat fait le tour de notre groupe et le temps qu'ils reviennent à l'entrée ici, il y a une détonation dans le village et c'est le signal de la fusillade. Il y a les 2 mitrailleuses qui crachent. Combien de temps, je ne sais pas. Et puis après, lorsque tout le monde est tombé, des soldats montent sur nous et tous ceux qui voient qui ont brin de vie les achèvent. Je suis sous les autres, c'est les autres qui me préservent, c'est tout. Ensuite, ils nous couvrent de foin, de tout ce qui peut brûler dans la grange et on met le feu sur nous. Et quand le feu matin, j'ai des solutions où je meurs brûlé vif, où je meurs tué par une balle. Je prends la décision de mourir plutôt tué que brûlé vif, c'est tout. Robert, touché à la poitrine, à la jambe et au poignet, le bras gauche et les cheveux enflammés, réussit alors à se faufiler et se met en quête d'un semblant d'abri, avançant prudemment au milieu des maisons en feu. Autour de lui, son monde a chaviré pour laisser place à l'apocalypse. Avec Marcel Dartout, un autre rescapé, Robert va rester des heures entouré par les flammes, attendant le bon moment pour fuir cet enfer. Alors, le problème, c'est qu'on savait les sentinelles qu'il y avait là, mais on ne savait pas ce qui se passait là. Et quand j'ai
Il devait être aux alentours de 19h. Lorsque j'ai traversé la place ici, il n'y avait pas de soldats. Il n'y avait pas de soldats ici, mais tout le village, toute la place était en feu. Il n'y avait plus d'une toiture debout. Et je suis parti par ici. Et moi, je suis parti dans la nature. Je voyais des soldats partout. D'ailleurs, je ne sais même plus bien ce que je faisais. Robert court à perdre haleine, guidé par l'instinct de survie, et réussit à gagner un hameau voisin où il sera recueilli. Ce soir-là, il a encore le cœur plein d'espoir pour sa famille. Dans mon esprit, moi, c'est que les femmes, ils les ont emmenées à l'extérieur du village pour qu'elles ne voient pas l'exécution des hommes. Mon père est à l'extérieur du village, moi je suis sauf. Donc pour moi, ma famille est au complet. Je n'apprends la mort des femmes que le lendemain soir, que le dimanche soir. Pour moi, j'ai toujours l'espoir le soir de retrouver ma maman et mes sœurs. L'effroyable nouvelle va bientôt se répandre alentour. Les femmes et les enfants du village ont tous été enfermés dans l'église, puis brûlés vifs dans cet édifice sacré, transformé par les nazis en gigantesque brasier. J'imaginais pas qu'on puisse tuer les femmes et les enfants dans l'église. Aujourd'hui encore, je me pose la question, est-ce qu'elles ont souffert? Heureuses celles qui sont mortes rapidement. Pour moi, la chose la plus importante, c'est la mort des femmes et des enfants. Il y a quand même tous les âges. Il y a un bébé qui a 1 semaine et une grand-mère qui a 90 ans. Seulement 6 personnes ont échappé au massacre d'Oradour-sur-Glane. Robert en fait partie. Ce jour de juin 1944, dans ce petit coin de France jusque-là sans histoire, les soldats de la Das Reich vont faire 642 victimes, dont 245 femmes et 207 enfants. Ce drame restera pour toujours un des symboles de la barbarie nazie. Un épisode marquant de cette guerre 39-45, qui fut l'une des périodes les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Ce conflit, qui a changé le visage de la France, laisse encore aujourd'hui derrière lui des lieux de témoignages forts, des sites où l'ombre de la mort plane pour toujours. Des monumentales constructions de béton visibles un peu partout dans l'Hexagone, aux lieux de prestige occupés par l'envahisseur, en passant par les sites cachés qui n'ont pas encore tous révélé leurs secrets. La France a encore bien des épisodes à vous révéler sur la sombre et fascinante histoire de la Seconde Guerre mondiale.